Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde chaotique dans lequel nous évoluons. Il y a eu 200 morts par-ci, 300 morts par-là. Ces chiffres, ils nous sont balancés comme ça à la figure dans les médias et on ne sait pas trop quoi en faire. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est complexe, mais qui en même temps, je crois, est essentiel, qui est la violence de masse. Notre manière de l'apercevoir ou de l'ignorer, comment on se positionne par rapport à tout ça. Mon invité du jour, c'est Laurent Larcher, qui est grand reporter à la Croix, qui est spécialiste des conflits en Afrique, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La fureur et l'extase. Il est spécialiste des massacres de masse et lui a couvert des guerres, rencontré des survivants, vu des personnes lapider d'autres personnes, écouté des témoignages qui sont insoutenables et il porte un regard acéré sur notre manière de voir ou parfois de ne pas voir ces drames. On va, dans cet épisode, interroger notre rapport à la violence. Pourquoi certains massacres captent toute notre attention alors que d'autres sombrent complètement dans l'indifférence. Comment fonctionne le mécanisme d'abstraction qui fait qu'un grand nombre devient une statistique plus qu'une tragédie humaine. Quelle responsabilité avons-nous en tant que citoyens de nous informer ou de refuser l'indifférence? Dans cet épisode, on va aborder sans détour des questions qui sont essentielles. Laurent, en fait, il va partager des récits qui sont bouleversants. Issus de ses reportages, on va raconter beaucoup d'histoires. Il nous parle d'humanité, mais aussi de l'inhumanité qui sommeille en chacun de nous. On va discuter du rôle des médias, de la manière dont les réseaux sociaux transforment notre perception des conflits. C'est une conversation qui est évidemment puissante, dérangeante nécessairement, mais je crois essentielle pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Donc, je vous invite à vraiment écouter cet épisode avec Laurent Larcher, qui me semble, moi, essentiel. Je vous souhaite une bonne écoute. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour. Comment ça va? Bien. Dans ce jour pluvieux. Ça va, merci. Merci d'avoir bravé la pluie pour venir. Peut-être que la première question que j'avais envie de vous poser, qui peut sembler basique et en même temps je pense qu'il va intéresser tout le monde, c'est... Je ne sais pas comment la poser d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a donné la force ou l'envie d'écrire ce livre? Est-ce que c'était une envie? Oui. Moi, je dirais plutôt, de mon point de vue, une nécessité, une obligation. Je ne pouvais pas faire autrement. Parce que d'abord, c'est mon travail d'essayer de mettre en mots le monde. Voilà, je suis un journaliste de la presse écrite. Et c'est par les mots que j'essaye de comprendre, d'interroger, de mettre les mots sur la chose. Donc ça, il y a déjà cet élan. Et puis surtout, encore une fois, il y a une nécessité. Parce que dans ce livre, j'essaye d'aborder les questions qui me semblent les plus importantes, dont lesquelles nous sommes tous, en tant que nous sommes des hommes. C'est-à-dire... nous sommes tous les témoins et les contemporains des violences de masse. Est-ce qu'on en a conscience? Qu'est-ce qu'on voit quand on voit ça? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Comment on se situe? Qu'est-ce que ça nous qu'est-ce que ça nous fait sur nous? Toutes ces questions nécessitent qu'on en parle tous. Parce que loin, je crois, d'être extérieur à nous, c'est au contraire au cœur de notre humanité, c'est cet rapport à la violence. Dans un monde dans lequel nous entrons, le monde a toujours été violent. Mais nous sommes sans doute, nous en France, nous en Occident, sortis un peu de ce tragique. Et on a intérêt à s'y préparer. Voilà, c'est un peu toutes ces conditions. Wow. Ok, on va revenir à pourquoi on a besoin de se préparer à cette violence de masse. Est-ce que... moi, j'ai l'impression que la violence de masse rend invisible la violence, d'une certaine manière. Et de manière complètement partielle, de ma part, je le vois en particulier en Palestine, où on tue des dizaines de milliers de personnes. Il y a une émotion chez certaines personnes, mais il y a une ignorance chez d'autres.
versus, et c'est pas moins horrible, des personnes qui sont tuées de l'autre côté, mais en nombre beaucoup plus restreint, mais par contre qui ont des noms, qui ont des histoires, qu'on raconte. Est-ce que c'est pas aussi un des problèmes de notre époque? C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il y a des meurtres de masse, on considère les chiffres, mais on sent vraiment qu'ils aient de sens finalement. Ils perdent de leur substance à partir du moment où on rentre dans des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts. Non, là, vous avez soulevé un point qui est tout à fait juste, qui est le rapport à l'abstraction. C'est-à-dire que plus le nombre est important, moins on en prend la mesure peut-être. Hannah Arendt explique ça très bien, je crois. L'une des causes, selon elle, par laquelle on peut expliquer que des gens ordinaires ont pu participer, monter, exécuter la solution finale, à commencer par Eichmann, c'est ce qu'elle écrit dans son livre sur Eichmann, c'est qu'ils sont du côté de l'abstraction et pas du côté des personnes. Ce sont des gens qui n'ont plus de nom, ils ont des numéros. En tout cas, ceux dont ils veulent l'élimination, ils les sortent de l'humanité, ils n'ont plus de visage, plus de nom, plus d'histoire, ils ne sont plus des hommes, plus des femmes, plus des enfants, et ainsi on peut les tuer plus facilement. Donc ce que vous dites là, c'est malheureusement un trait qu'on retrouve dans toutes les exterminations importantes de masse, c'est-à-dire pour y arriver, pour y parvenir, le biais, comment dire, la ligne la plus directe, c'est de les sortir de l'humanité en les mettant dans l'abstraction et non pas dans l'incarnation. Donc la meilleure réponse à cela, c'est toujours retrouver les visages, les noms, réincarner les personnes. Mais c'est quasiment impossible quand c'est des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes. Comment on peut donner des noms? Parce qu'en fait, typiquement pour reprendre ce conflit, ce qu'on voit, c'est d'un côté ces deux enfants malheureusement étranglés par le Hamas, voilà, et de l'autre côté des dizaines de milliers de noms d'enfants qui ont été tués. Et donc il y a une sorte de combat, de chiffres, d'histoires, mais comment on peut humaniser 10 000 personnes, 11 000 personnes, 20 000, 30 000, 40 000 personnes? Vous avez le même problème. Moi, je couvre beaucoup les conflits en Afrique. Le Soudan, par exemple. On est sur des 200, 300 000 morts. Récemment, il y avait une guerre en Éthiopie entre l'Érythrée, le Tigré et le gouvernement fédéral d'Addis Abeba. Ce conflit, on estime à plus de 300 000 le nombre de victimes en 2 ans. Voyez-vous, c'est un trait. Ne pas voir, enfin en tout cas ça nous permet de ne pas voir et de ne pas en prendre la mesure. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas comment vous dire. Je sais que quand je couvre la guerre au Soudan, j'ai fait un grand sujet pour la Croix l'Hebdo l'année dernière. Mon sujet c'était les femmes dans la guerre. Et j'ai fait parler ces femmes, celles du moins que j'ai pu rencontrer, les femmes, les jeunes filles, les femmes âgées, en leur donnant leur nom, leur prénom, leur âge, d'où elles venaient, leur histoire, en leur donnant la parole et en essayant d'écouter ce qu'elles avaient à nous dire. Alors, je ne dis pas que ce sujet a évidemment changé les choses, mais à mon niveau, du moins, c'est la seule chose que je peux faire. Chaque pierre a sur l'édifice. Est-ce que vous pensez, et ça a été beaucoup reproché d'ailleurs, qu'on invisibilise un peu trop, sans doute, en France, les massacres de masse qui ont lieu sur le continent africain versus justement ce qui se passe en Israël et en Palestine ou ce qui se passe en Russie et en Ukraine? À l'évidence. Ça ne nous intéresse pas. Et quand je dis nous, collectivement, moi j'essaie, bien sûr, c'est pas mon cas, moi j'essaie de passer mon temps à en parler. Mais bien sûr, on met ça à distance, c'est loin. Regardez ce qui se passe dans l'est de la RDC.
C'est quelque chose qui, ça nous semble être étranger. C'est avec des noms compliqués. La plupart d'entre nous ne situent pas les pays. Si je vous parle du Soudan, mettre le Soudan sur une carte du continent africain. Déjà, on parle d'Afrique en général. Oui, comme si c'était un pays. Alors que c'est un continent. Donc voilà, il y a tout ça. Est-ce qu'il y a une spécificité liée à l'Afrique quand on est en Occident? Peut-être. En tout cas, moi, je constate que nos sujets, par exemple, revenons sur le Darfour, le Darfour, c'est l'épicentre de la guerre au Soudan. Combien de unes avons-nous consacré à cette situation? Très peu. Si on les compare évidemment à la guerre de la Russie en Ukraine ou ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe à Gaza, qui quand même est au cœur, même si vous pensez qu'on ne donne pas assez les noms des personnes, mais ce conflit est au cœur de notre actualité, de notre attention, de notre préoccupation, de notre émotion, de notre réflexion. Pas un jour sans qu'on y pense et pas un jour sans qu'on essaye d'y réfléchir. Aussi parfait que cela puisse apparaître, comme vous le dites, il n'en reste pas moins que c'est là, très là. Alors là, pour le Soudan, il n'y a rien. Rien. Si je vous demande juste le nom d'une victime, là, ça interroge quand même. Pourquoi? Ouais. Alors, est-ce que c'est le signe profond de notre racisme? C'est peut-être ça, bien sûr. Qu'est-ce qui se cache derrière cette indifférence? Est-ce qu'il n'y a pas, et vous en parlez dans le livre, donc je me permets de le dire, et c'est lié au racisme, cette idée profonde, insigneuse finalement, qui n'est pas vraiment conscientisée, mais qui est très présente malgré tout, de se dire, oui mais les Africains c'est quand même des sauvages. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au cœur de mon livre, oui. C'est-à-dire que, ayant couvert beaucoup de conflits en Afrique, c'est vrai que quand on revient ici, à Paris, en France, en Europe, lorsque j'en parle autour de moi, et même pas que autour de moi, la phrase qui revient souvent, c'est « oui, mais ça, c'est l'Afrique ». Dans un grand travail un travail que j'ai fait sur le Rwanda. Donc on remet dans le continent, par ailleurs. J'ai fait exprès de le faire moi-même, mais... Ouais. Lorsque j'ai entrepris ce travail sur la responsabilité de la France dans le processus qui a conduit au génocide des Tutsis au Rwanda, il se trouve que j'ai rencontré les principaux acteurs de la politique française de l'époque. Acteurs politiques, mais aussi militaires, pour leur dire, voilà, 25 ans après, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez compris? Comment vous voyez les choses 25 ans après? Et beaucoup de ces interlocuteurs, et quand je parle des interlocuteurs, c'est vraiment les autorités les plus importantes. Beaucoup m'ont dit, mais ça c'est l'Afrique. Qu'est-ce que c'est ces violences interethniques. En plus, voilà, au Rwanda, il n'y a pas de violence interethnique, mais bon. Ce que vous me racontez, monsieur Larcher, certes, il y en avait eu avant 1990, avant que nous nous engagions militairement. Certes, ça aurait dû nous éclairer, mais non, ça ne pouvait pas nous éclairer, puisque c'est ça l'Afrique. Puisque l'Afrique, ce sont des gens qui s'entretuent depuis tout le temps. Quand je revenais de Centrafrique, où je racontais les scènes d'ultra-violence à laquelle j'ai assisté, là aussi, on me disait souvent, c'est ça l'Afrique. Mais non, c'est pas ça l'Afrique. Bien sûr que ces violences ont eu lieu en Centrafrique ou au Rwanda, et que ces pays sont en Afrique, c'est indéniable. Mais ces violences ne sont pas africaines. Elles racontent quelque chose de notre humanité. C'est tout l'enjeu du livre. Qu'est-ce qu'elles racontent, ces violences, justement? Ce que nous sommes. Vous, moi, nous en tant que nous sommes des hommes, des femmes. Nous sommes, je crois, malheureusement, des êtres chez lesquels, je ne dis pas que nous sommes faits pour la violence, mais il y a quelque chose en nous qui est tourné vers la violence, vers le goût de la destruction de l'autre. Et en même temps, si je prends je sais pas si c'est un contre-exemple, mais un exemple que je trouve intéressant, et j'aimerais bien vous entendre raisonner là-dessus, du grand incendie de Londres, donc c'est XVIIe siècle, 1666 de mémoire, où Londres, parce qu'une boulangerie brûle finalement, et que le maire s'en soucie pas, brûle intégralement, une ville qui était complètement en bois. En fait, ce qu'on voit, c'est énormément d'entraide
les gens, en fait, c'est totalement, pardon pour l'anglicisme, mais grassroots, c'est-à-dire qu'en fait, les autorités ne font rien et en fait, ce sont les gens qui s'entraident et qui se débrouillent pour éteindre l'incendie et pour commencer à reconstruire. Après, bien sûr, le roi aura finalement une action, mais assez tardive. Donc, on voit d'abord dans l'humain aussi une forme d'entraide. Il n'y a pas que cette horreur et c'est ça que je trouve intéressant aussi. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a que cette horreur. Simplement, on a du mal à accepter qu'il y a aussi cette horreur. Bien sûr qu'il n'y a pas que cette horreur, que l'homme n'est pas fait que pour la destruction. Il est aussi fait pour l'amour, pour le sacrifice, pour l'abnégation, pour la gratuité. Bien sûr. Mais je raconte une scène de lynchage. Oui, j'allais y venir, mais... allez-y. Et il y a plusieurs choses terribles dans cette scène. Et l'une de ces choses terribles, c'est que les tueurs sont monsieur et madame tout le monde. Ceux qui ont tué, massacré, découpé, joué avec le corps de cet homme étaient des femmes, des hommes, des vieillards, des femmes qui allaient au marché avec leurs enfants, des jeunes gens, des adolescents. Alors soit ce sont des inhumains, ce que je ne crois pas, soit, et c'est ce que je crois, ce sont des hommes et des femmes normaux, qui ont là exprimé quelque chose qui est en eux, mais qui est en nous, et qu'on retrouve dans toute l'histoire, notamment en Occident, dans les plus grands textes de notre culture, d'Homère jusqu'aux grands romans américains. Vous voyez comment et combien cette violence est au cœur de l'homme. Donc c'est ça qui est intéressant, dans le sens où on en fait beaucoup l'impasse. Oui, on regarde l'homme comme s'il était que bon. On repousse la dimension sombre dans une forme d'inhumanité qui concernerait quelques-uns, les sauvages, les barbares, les inhumains, le gangster, le méchant, dans les films américains, comme s'ils étaient sortis de notre humanité. Or, il serait temps que l'on pense cette question en tant que ça participe de notre humanité. Je ne dis pas que ça la résume, mais il y a ça aussi. Sinon, on ne comprend pas pourquoi, depuis des siècles, des hommes et des femmes prennent plaisir à exterminer d'autres hommes et d'autres femmes. C'est quoi le processus par lequel ces personnes passent pour en arriver à ces extrémités? Parce qu'en fait, il y a tout un processus qui se met en place. Ça vient pas d'un coup. C'est-à-dire que c'est pas une femme qui va au marché, d'un coup voit un homme dans la rue et va le tuer avec d'autres personnes. Ça fonctionne pas comme ça, par définition. Non, alors ensuite il faut voir dans chaque cas, bien si sûr. on est au Cambodge, voir quels sont le processus, la logique chez les Khmers rouges, chez les nazis, dans le cas de l'extermination des Arméniens par les Turcs, dans le cas là des scènes ou des Tutsis par les génocidaires, les Hutus extrémistes. Bien sûr qu'il y a donc des logiques qui leur sont propres, mais ce qui est souvent, il y a quand même des points communs. Eh bien, souvent, le groupe, pour se constituer en tant que groupe, a besoin de boucs émissaires. René Girard l'a très bien compris. Enfin, très bien dit. Donc, il y a les processus de constituer un groupe contre un autre. Et là, vous savez, c'est pas la peine d'aller au Rwanda. Il suffit d'aller dans une salle de classe en France ou dans une école et vous verrez le processus du bouc émissaire, ce qu'on appelle le harcèlement scolaire, participe, à mon sens, d'une mécanique qui n'est pas éloignée de ces violences dont on parle. Donc nommer quelqu'un qui, au titre qu'il y aurait une différence, donc il n'est pas comme nous, l'exclure, en faire un objet de notre rejet. Donc le rejet conduit souvent à une infériorisation et puis à une élimination. Et ça, ce sont des processus qui traversent toutes les cultures, toutes les civilisations, tous les âges, tous les lieux, tous les milieux.
Et c'est des processus lents, entre guillemets, c'est-à-dire que, enfin, j'ai l'impression, vous me dites, hein, c'est une affirmation de ma part, mais j'ai l'impression que c'est des processus lents de sape au fur et à mesure, pas de diabolisation de l'autre, mais en tout cas, peut-être diabolisation de l'autre, mais je pense surtout de déshumanisation, Déshumanisation, oui. Merci, de l'autre. Oui, oui. Alors, ce sont des processus qui, quand on les réfléchit, du moins quand on veut, quand il s'agit d'éliminer un groupe, oui, ça se passe pas du jour au lendemain. On va pas transformer un voisin en tueur du jour au lendemain. Et donc ça a déjà été très bien étudié. Il y a alors là encore une fois tout un processus qui se met en place. Mobiliser les esprits, constituer un ennemi, jouer sur la peur. Hein, si vous le tuez pas, c'est lui qui vous tuera. Chosifier l'autre, l'animaliser. C'est un cafard pour les Tutsis, des poux pour les Juifs, pour un nazi. Et puis enfin, autoriser, encourager et autoriser au passage à l'acte. Donc oui, ça prend. Il y a un processus qui se fait pas du jour au lendemain. Vous avez absolument raison. Comment dire ? C'est assez malin. C'est assez malin dans le sens où c'est très efficace. Enfin, il faut regarder ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Hein. Est-ce que, pardon, je vous coupe légèrement, mais est-ce qu'il y a un Elon Musk qui fait un signe nazi, même si je sais que c'est discuté, enfin, ça me semble fou que ça soit discuté d'ailleurs, mais ça c'est une autre discussion. Est-ce que ça donne l'autorisation à d'autres personnes de le faire par ailleurs ? Et on a vu dernièrement à Paris des exactions de groupes extrêmes néo-nazis s'attaquer à un cinéma en l'occurrence. Est-ce que en faisant ça, ils donnent l'autorisation ? Et d'ailleurs, on a vu pas plus tard que la semaine dernière une autre personnalité faire aussi un signe nazi. Alors, moi je dirais il participe de la désinhibition. Je sais pas, à mon tour de on a tous les deux un peu de mal. C'est l'hiver. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein, il fait sauter les verrous. Ouais. Des choses qui sont vaguement pensées, mais qui sont pas vraiment formulées, face à des gens comme cela, il favorise ah bah oui, en fait, j'ai le droit de le penser, quoi. Et ceux qui le pensent vont ensuite le dire. Et quand on commence à le dire, l'étape suivante, c'est on fait, bien sûr. Donc ce sont des processus, on déverrouille un peu tout ce qui nous retient quand même, ou qui retient ce genre de geste. Donc je ne sais pas s'il donne l'autorisation. Ouais, c'est peut-être l'autorisation. Moi j'aurais dit vraiment une forme de désinhibition. Enfin, je veux dire, allez-y, quoi. Laissez-vous habiter par cette pulsion de destruction. En tant qu'homme que vous êtes, comment on traverse, comment on survit finalement à l'exposition à autant d'horreurs et en particulier au lynchage d'une personne ? Parce qu'en fait, c'est une chose d'en parler, et là, les personnes qui nous écoutent vous entendent, mais forcément, enfin, quand on assiste à ça, avec le devoir de reporter, mais c'est-à-dire pas le devoir de sauver cet homme, en l'occurrence. Enfin, j'imagine, je sais pas, en fait, d'ailleurs, si c'est une pulsion qui vous habite à un moment donné. Comment on fait pour traverser ça ? Enfin, je veux dire, c'est de voir cette atrocité chez l'autre, chez l'humain. Bah, comme on fait, j'allais dire, j'ai un peu l'habitude. C'est horrible à dire, mais oui, quand vous couvrez les conflits ou la violence extrême ou les situations de crise paroxystique, vous êtes confronté à ces violences depuis longtemps. Ensuite, on n'en sort pas très, très bien, quoi, ça c'est certain. Et à un moment donné, on a besoin de mettre les mots sur les mots, justement, donc d'écrire. Donc, comment on fait ? On écrit. On essaye de dire, on interroge, on essaie de se dire mais qu'est-ce que j'ai vu en voyant ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit de nous ? Et pas simplement d'eux, mais de nous. Et puis cet homme, je ne pouvais rien faire pour lui. Mais alors au moins racontons son histoire. Redonnons-lui un nom ou son nom. Le fait simplement de mettre son nom dans un livre, évidemment ça ne changera rien pour lui, bien entendu. Mais c'est la seule chose qu'on peut faire, du moins que je puisse faire.
c'est de lui redonner, ou de lui donner, ou de lui permettre de ne pas être totalement oublié, au moins dans ce livre-là. Que son histoire ne soit pas une histoire anéantie par l'oubli. Il a été massacré, mais voilà, c'était un homme, un père de famille, un commerçant, qui voulait sauver sa famille, et qui a été pris pour un autre, et qui a été tué de la... Enfin, je ne sais pas si on peut dire de la pire manière, mais qui en tout cas a été détruit dans la joie. Parce que ça, c'était aussi un autre élément. Quand je vous dis que ça, c'est dans notre nature, parce que ça peut surprendre ceux qui nous écoutent, mais ce que j'ai vu, moi, ce jour-là, et je l'avais déjà constaté, mais là, j'étais vraiment plongé dedans, c'est la joie que peuvent éprouver les tueurs en tuant. Et quand je dis la joie, je devrais plutôt dire le plaisir. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que ce groupe-là, ils étaient des dizaines et des dizaines, vivaient une forme d'orgasme collectif. À leur tour, en donnant ce coup de machette sur la cuisse de cet homme, en célébrant sa mise à mort. Là aussi, il faut réfléchir à ça. Ça dit quoi est-ce que ce n'est que... Alors on revient à... C'est ça l'Afrique, etc. Donc on met ça à distance, tranquille. Ou alors ça dit quelque chose de notre humilité. Eux, c'est nous, et nous, c'est eux. En fait, c'est intéressant parce que ça nous contraint, en tout cas quand je vous écoute, ça nous contraint à regarder cette part de nous. Et je crois que... Enfin, il me semble, et je pense qu'on est tous potentiellement ces personnes. C'est-à-dire que... Enfin, c'est ce que vous dites, et je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que je pense que potentiellement, on est tous des tueurs en... Ouais, enfin, potentiellement, en tout cas. Et peut-être que la seule protection qu'on peut avoir, c'est de réussir à faire de la nuance, ce qui est une chose qu'on voit de moins en moins dans notre société. C'est-à-dire, en fait, d'avoir la nuance, la capacité de dire... alors peut-être que eux ils ont fait ci, mais peut-être que eux ils ont fait ça, peut-être que en fait l'histoire elle est pas bleue, blanche ou noire, peut-être que et d'avoir cette capacité de nuance qu'on nous enlève au fur et à mesure par ailleurs, hein, mais en tout cas, et j'incrimine pas les médias, mais c'est vrai que à travers les médias sociaux, à travers l'isolement qu'on s'inflige à nous-mêmes, à travers les bulles qu'on se crée, à travers bien sûr, les médias, malgré tout, on nous enlève cette capacité de nuance qu'on avait avant au Café du Commerce, quoi. Pour le coup, la discussion du bar de commerce n'était pas si mal dans ce sens-là, parce qu'elle nous remettait un petit peu de nuance, parfois, sur des sujets complexes. Alors, de la nuance plus ou moins intéressante, mais enfin, quand même une nuance qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté, on a les gens avec qui on est d'accord, et de l'autre côté, on a des extrémistes sur les réseaux sociaux, d'un côté comme de l'autre. Et en fait, on a l'impression qu'on a besoin de prendre position, alors que non, pas nécessairement. C'est-à-dire, on peut très bien se dire, j'en sais rien, enfin, j'ai pas d'exemple particulier, mais oui, on peut avoir de la nuance. Bah, si, typiquement sur Israël, on peut très bien faire la différence entre un gouvernement, un État et des Juifs. Ça n'a rien à voir. Et c'est une nuance qu'on voit où de l'autre côté, le Hamas armé, le Hamas, la population palestinienne et les musulmans. Rien à voir. Et j'ai l'impression que cette nuance, elle disparaît au fur et à mesure des discussions, au final, où on met tout le monde dans le même sac. Ou typiquement, les Africains, des sauvages, déjà les Africains, ce qui peut pas dire grand-chose, des sauvages, donc bon, voilà, ça nous regarde pas trop, quoi. Oui, là, je sais pas trop quoi vous dire. Pardon, c'était une longue tirade. Mais il n'y avait même pas vraiment de questions. Mais... Non, manque de nuance, oui, bien sûr. Mais le monde est complexe. On est piégé par notre émotion, souvent aussi, par notre éducation. Au sujet de l'Afrique, par ce qu'on appelle souvent la bibliothèque coloniale. Ça nous imprègne énormément. On a, sans vraiment le savoir, mais on a, on est imprégné de préjugés. Au fond, on est toujours un peu dans la caverne de Platon, quoi. C'est pas toujours un peu, on est beaucoup dans la caverne de Platon, pour beaucoup de choses. Ça veut dire quoi, ça ? Eh ben, en fait, on vit dans un monde d'illusions, de représentations. On n'est pas vraiment dans le réel.
C'est dur le réel. Hein. Et l'une des choses les plus difficiles du réel, c'est que le réel n'est pas ce qu'on perçoit. Donc voilà, donc nous sommes faits de nos interprétations, des images qu'on nous a données, qu'on a reçues, du milieu dont on est issu. Je pense pas qu'on ait que ça, bien sûr, mais on doit, comme le disait, je crois, c'était Bernanos, non ? Ou Peggy, savoir penser contre soi, quoi. C'est vraiment important. Se dire d'abord, cette phrase de Peggy est essentielle. Qu'est-ce que je vois quand je vois ça ? Et le plus dur, c'est de l'écrire. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on voit ? Qu'est-ce que je vois quand je vois ? Et qu'est-ce que je mets dans ce que je vois qui n'est pas là ? Et qu'est-ce qui est là que je ne vois pas ? On ne voit pas ce qu'on voit, en fait, parce que notre œil n'est pas du tout exercé à cela. Je reviens d'une exposition au Mémorial de la Shoah. Extraordinaire exposition sur des photos prises par des nazis d'Auschwitz. Et là, cette exposition montre l'œil du nazi sur le juif. Et même l'œil du... Alors, nous d'abord, quand on voit ces photos, on n'a pas cet œil de nazi. A priori, non. Non. Pas tout le monde. Majoritairement pas. Non, mais je peux vous assurer qu'on l'a pas. Non, Donc, on les voit pas comme... Eux les voient. Eux les voient. Et dans les images, eux ne voient pas ce que nous pouvons voir. C'est tout à fait saisissant. Par exemple, la couverture de l'exposition montre un groupe de juifs qui sortent du train. Ils sont pris comme ça par un des photographes nazis. On les voit et on est tout à fait saisi par leur image, hein, parce qu'ils vont être gazés quelques minutes plus tard. Quelques minutes plus tard, bien sûr. Et parmi ces jeunes femmes qui sont sur la photo, parce que c'est un groupe de femmes, il y en a une qui tire la langue au photographe. Et on ne l'avait pas vue. Parce que c'était pas ce qu'on pouvait voir. Et cette femme, par exemple, cette manière de tirer la langue au photographe, même le photographe ne le voit pas, visiblement, puisque cette photo est gardée. Évidemment, c'est un geste de défi. Alors, je peux rien faire contre toi. Mais au moins, moi, en tant que femme, ce que je vois, c'est que je te tire la langue. Et on n'avait pas vu ça. Voyez-vous, je dis cela parce que on ne voit pas vraiment ce que l'on voit. Enfin, c'est très difficile de voir. Parce qu'on est habité par nos représentations. Notre cerveau veut voir ce qu'il voit. Je sais pas si mais je comprends complètement ce que vous dites. Hein. Et d'ailleurs, quand vous disiez on voit pas le réel, ça m'a fait penser à quelque chose qui, pour aussi expliquer aux gens, et je trouve que c'est une image assez intéressante, dire que le réel, c'est la manière dont on perçoit ce qui est autour de nous. Mais si, par exemple, on prend le réel d'un chien, qui est un animal que tout le monde connaît, voilà, et qui est de plus en plus dans nos foyers, et ben son réel, il est à travers l'odorat et il n'a pas du tout le même réel que nous. C'est-à-dire qu'en fait, on vit tous les deux dans la même dimension, voilà. Sauf que le réel, il est très différent pour lui ou pour moi. Et rien que ça permet de comprendre que la réalité et le réel, c'est deux choses différentes. La réalité, c'est la perception que vous avez du réel, mais le réel, il est beaucoup plus complexe que la réalité. Et c'est vrai qu'on a du mal à observer. Et alors, si on prend juste deux humains, bêtement, qui regardent dans la même direction, ils vont pas forcément voir la même chose. Non. Moi, ils verront pas, leur œil va pas s'arrêter sur les mêmes détails ou sur les mêmes éléments. Si on prend une femme enceinte, elle va regarder d'autres femmes enceintes. Si on prend un homme malade, il va peut-être regarder quelqu'un qui a une béquille. Enfin, peu importe, mais en tout cas, on va avoir tendance à aller voir des choses. Ou si c'est un peintre, il va peut-être voir, ou qui est passionné de rouge, il va peut-être voir ce qui est rouge en face de lui, etc., etc. Vous parliez de l'imaginaire colonial. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué, je pense, en France. Pour vous, qu'est-ce qu'on voit pas, justement, en tant que Français, de la réalité coloniale ou de l'ex-réalité coloniale, mais qui est en fait toujours un peu présente dans ces pays? Alors là, moi je pense que le sujet n'est pas si complexe que ça, en fait. Parce que c'est assez clair. C'est compliqué dans le sens où on n'est pas d'accord, on n'est pas prêt, on a du mal à faire face à... Il y a beaucoup de réticences, il y a beaucoup oui, mais pourtant c'est assez clair. Demain, quand vous parlez avec des anciens colonisés ou des enfants ou des petits-enfants de colonisés, ou vous lisez
Il y a de très grands textes écrits sur le continent africain par des auteurs incroyables qui vous racontent ce que c'est. Vous comprenez assez vite, au fond, de quoi on parle. Ensuite, vous dites, il n'y a pas un Français. Nous sommes... c'est comme pour l'Afrique. 65 millions. Ouais. Non, mais je veux dire, donc ça veut dire qu'il y a des regards, des appréhensions, des histoires, des compréhensions, des prises de conscience. Ou pas. Mais tout ça, il me semble riche de diversité, là aussi, dans la manière dont on se réapproprie cette histoire qui nous a été si mal racontée, ça c'est certain. Alors, pourquoi on a du mal ? Mais parce qu'on a toujours du mal à se regarder comme l'autre nous regarde. D'une part, à essayer de regarder le monde tel que l'autre le regarde. C'est compliqué. Je reviens sur Hannah Arendt, mais Hannah Arendt, dans un de ses textes fameux sur la crise de la culture, raconte, je crois, ou évoque, je crois, l'un des enjeux d'éducation, qui est de faire que l'enfant apprenne une chose toute simple et si difficile, que le monde n'est pas né avec lui, mais qu'il est né dans un monde qui le précède. Et je ne sais pas si elle va jusqu'à lui dire et qui te survivra, c'est entre guillemets. Et ça, c'est compliqué. Enfin, compliqué. Si on ne vous l'apprend pas, vous pensez que le monde est né avec vous. Donc, mais non. Non, il faut que tu apprennes à te décentrer, à comprendre que oui, bien sûr que tu es là, et c'est certain. Mais il y a toute une histoire qui ne sortira pas de toi, mais que tu vas devoir comprendre et donc sortir de toi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, et comment vous regardez du coup ce colonialisme ? Pour moi, votre regard à vous, je veux dire. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps, parce que je n'échappe pas à la règle. À la règle, bien sûr. Et encore aujourd'hui, je pense, bien sûr. Donc, je ne peux pas dire que je suis totalement neutre. Neutre, et puis surtout, clairvoyant. Bien que j'essaye de l'être, que je travaille ces questions-là. Alors, que j'écoute, en fait, c'est ça. Moi, je me mets surtout à l'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire raconte-moi. Et quand ça interfère sur mes références, pourquoi ça interfère ? Est-ce que j'ai tort ? Est-ce qu'il a tort ? Enfin, quand même, s'il y en a 1, 2, 10, 100, 1000, 3000, 2 millions qui disent à peu près la même chose, à un moment donné, on ne peut pas ne pas dire c'est moi qui me suis trompé quand même. Mais c'est un peu ça quand même, voyez-vous. Moi, comment je vois la chose ? C'est un exercice de domination terrible, une violence inouïe, dont on n'a pas pris dont je crois, nous n'avons pas encore pris la mesure collectivement. Et je suis pas du tout en train d'accuser et de dire oui, les Français ou la France doit se repentir, comme souvent d'ailleurs. Ou les Portugais ou les... Enfin, voilà, il n'y a pas que la France d'ailleurs. Mais... Bien sûr. Mais souvent comme les adversaires de ceux qui ne veulent pas entendre ce que ça a vraiment été, nous disent toujours mais vous êtes dans la repentance, vous nous culpabilisez, etc. Moi, il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit de se rendre compte que la France est arrivée là où elle n'était pas demandée, s'est imposée par la force à des gens qui ne lui avaient absolument rien demandé, a détruit des cultures, des rapports sociaux, a réduit en esclavage ou dans les situations les pires en esclavage concrètement, ou dans les situations où l'esclavage n'était pas là, mais a réduit l'autre dans une position d'infériorité totale, l'a exploité, lui a même dit comment il fallait aimer, ce en quoi il devait croire ou plus croire, et cela pendant des décennies. Et on repart, et comme si, sans repartir d'ailleurs. On a découpé les pays, pareil. Bien sûr, on repart sans vraiment repartir, et on s'étonne de ne pas être compris, et que la blessure ou le viol, n'est pas guéri. Puisqu'on a du mal à se dire, quand même, ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, du moins l'histoire dont nous sommes issus, leur a fait quand même.
Moi, souvent, quand j'essaie de parler de ça, je prends... je crois que c'est Aimé Césaire qui, dans son texte sur le colonialisme, vous le connaissez, Oui. prend l'exemple de l'occupation. C'est un texte de 1950. D'autant que ma mère est de Martinique, donc du coup, je vois bien Aimé Césaire. Et vous l'avez lu, ce texte. Ouais. Ce texte sort 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il dit aux Français de métropole, en fait, ce que vous reprochez à Hitler, c'est qu'il vous a traité comme vous nous avez traité. Alors, évidemment, ça peut paraître très violent, très brutal. On se dit, mais attendez, quand même, on n'est pas des nazis. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que l'occupation allemande n'est pas forcément d'une nature différente que l'occupation française au Sénégal, au Mali ou en Afrique, francophone. Voilà. Enfin, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous allez faire hurler des gens. Mais est-ce que... Enfin, parce que je pense que dans en tout cas, il est intéressant de s'intéresser à ces questions-là. Et si Aimé Césaire le dit, ok, je veux bien qu'on en discute, mais avant de le discuter, essayons de l'écouter et de le lire. Et de le comprendre. Ah, mais moi, je suis profondément d'accord avec vous. Hein, mais... Avant de dire, ouais, il a tort, c'est exagéré. D'accord. Attends, d'abord, toi, tu es issu de quelle histoire ? De là-bas ou d'ici ? Et ensuite, écoute-le. Il a sans doute des choses importantes à te dire, à nous dire. Et tu vois pas des choses, mais peut-être qu'il faut que tu les vois. Ceci est la fin de la première partie. Je vous donne rendez-vous dans un deuxième épisode. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.